Je suis désormais sur le plateau avec le journaliste Eric. Ah, tu vois, le gros lapsus. Alors, je suis désormais sur le plateau avec le journaliste Étienne Girard en service à l'Express. Étienne Girard vient de publier aux éditions du Seuil un livre enquête très riche sur Éric Zemmour, le radicalisé. Un livre qui évoque les réseaux, le parcours et les idées du non-candidat d'extrême droite à la prochaine élection présidentielle. Bonjour Étienne, je vais commencer par te montrer une très courte vidéo des journalistes de Complément d'enquête qui ont diffusé hier un documentaire enquête sur Éric Zemmour. Stop. Non mais parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de monde. Stop. Là maintenant je veux plus vous voir. Ok. Terminal. Alors Étienne, est-ce que ça a été dur d'enquêter sur Éric Zemmour? Est-ce que tu as eu affaire à ce type d'hostilité? En réalité, pas tellement. Éric Zemmour ne m'a pas empêché d'enquêter. Il n'a pas essayé de bloquer mon projet. Il n'a pas dit à des gens de ne pas me parler. En revanche, lui, ce sera peut-être ça la similitude, c'est que lui a été très fuyant au cours de mon enquête. C'est-à-dire que je l'ai contacté à beaucoup de reprises et il a accepté de me rencontrer à la toute fin pendant 1 heure. Donc il a fait le service minimum, si je puis dire. Mais c'est un journaliste, hein, Éric Zemmour, donc il est malin, il connaît, il sait que m'empêcher de façon un peu trop voyante d'enquêter, ça aurait pu être contre-productif pour lui, donc il ne l'a pas fait. Alors, je le disais, ton livre enquête évoque les idées d'Éric Zemmour, son parcours, y compris son parcours familial, mais aussi ses réseaux. En te lisant, on comprend assez vite qu'au centre de tout, il y a une femme, Sarah Knafo. Qui est-elle? Est-ce que Éric Zemmour se serait engagé à ce point dans ce projet présidentiel qui ne dit pas son nom si elle n'était pas là? Moi, mon analyse, ça se base sur beaucoup d'entretiens que j'ai eus avec l'entourage d'Éric Zemmour, c'est que non, évidemment pas. S'il n'y a pas que Sarah Knafo, il n'y a jamais de candidature à la présidentielle. Alors Éric Zemmour pouvait avoir, dès avant son rapprochement avec Sarah Knafo, ce désir un peu abstrait de s'engager en politique et d'être candidat à la présidentielle. C'est quelque chose, c'est un désir qui pouvait caresser un peu de loin, comme on fait des plans sur la comète parfois au dessert avec des copains, d'être ce candidat de l'extrême droite à la présidentielle. Mais il n'avait jamais rien fait de concret pour que ça passe de cette espèce de rêverie à la réalité. Et Sarah Knafo, c'est ça qu'elle lui apporte, c'est qu'elle lui dit « Non, Éric, tu peux être le candidat de l'extrême droite à la présidentielle », et elle fait tout le travail obscur d'organisation de rendez-vous, de rapprochement de réseaux, d'organisation de réunions à son propre domicile, dans un mélange des genres un peu étonnant, et aussi de travail au corps psychologique, où en fait, c'est elle qui le convainc en premier de faire des apparitions publiques dans un rôle de possible ou probable quasi-candidat. Par exemple, lors de la manifestation des policiers en mai dernier, c'est sa première apparition publique. Il y a aussi Philippe de Villiers et Jean Messia à ses côtés. Et ça, c'est Sarah Knafo qui a demandé à Éric Zemmour, pour concrétiser un peu cette rumeur de candidature à la présidentielle, de sortir dans la rue. Et là, il y a des gens qui lui disent « Éric Président, faut que tu te présentes, etc. » Et donc lui, ça l'encourage à se présenter à la présidentielle. On se rend compte dans ton livre qu'Éric Zemmour vit très très bien et que sa famille, notamment son épouse, est très contente de cette situation. Il va à la piscine le matin, ils vont en vacances en République dominicaine, ça va, quoi. Il gagne beaucoup d'argent. Et quelque part, son épouse Mylène Chichportich ne veut pas que ça change et Sarah Knafo le pousse. Alors, sans entrer dans les considérations trop privées, est-ce qu'on peut considérer que la récente une de Paris Match, que l'on peut voir à l'écran, je crois, visait justement au cœur de ces réseaux Zemmour ce lien avec Sarah Knafo pour le casser en mettant en lumière une éventuelle ambiguïté qui pourrait demain affecter la campagne électorale, une éventuelle campagne électorale. Ce qui est sûr, et effectivement ça rentrait dans des considérations trop privées, c'est qu'Éric Zemmour et Sarah Knafo, c'est une bulle. Et ça, les autres membres de la campagne, il y en a beaucoup qui le disent. C'est une bulle, c'est-à-dire qui fonctionne en vase clos, que à deux. Sarah Knafo est la seule qui relie ses discours. Les notes que les gens
de la campagne veulent envoyer à Éric Zemmour passe par le filtre de Sarah Knafo. Les réseaux Zemmour locaux dans les territoires un peu partout en France, ils sont structurés par Sarah Knafo. En fait, ce travail obscur, ce sale boulot, si je puis dire, d'organisation un peu logistique, c'est pas Zemmour qui le fait. Zemmour, lui, il est là pour l'idéologie. Il se pose sur un siège où il est debout quand il fait ses discours et il fait de l'idéologie. Tout le travail vraiment de politique, de professionnalisation politique, c'est Sarah Knafo. Et oui, ça va poser question parce qu'il va devoir négocier des ralliements. Éric Zemmour, par exemple Philippe de Villiers, des personnalités comme Christine Boutin. Et il y a un moment, il y a des personnalités, et c'est ce qu'on me dit, qui vont peut-être pas forcément accepter de devoir passer par ce filtre de Sarah Knafo qui a 28 ans et qui est jeune. En fait. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours Sarah Knafo, c'est quelqu'un qui a connu Éric Zemmour dans un cercle familial quand elle avait 13 ans, quand elle était adolescente. Elle vient d'une famille juive séfarade comme Éric Zemmour, et elle a des similitudes un peu d'identité entre les deux. Elle a fait des études d'abord à la Sorbonne, après à Sciences Po. Éric Zemmour l'a aidé à réviser ses concours. Il l'a encouragé à passer l'ENA. Elle a eu l'ENA. Contrairement à lui, ce qui est sa grande blessure. Exactement. Et d'ailleurs, c'est sa vengeance un peu. Éric Zemmour, il est fou de joie que sa protégée ait réussi là où il a échoué. En fait, c'est une victoire par procuration pour lui, 35 ans après. Et donc, son parcours à l'ENA est inespéré puisqu'elle sort dans les premières à la Cour des comptes, et un grand corps de l'État. Et depuis la Cour des comptes, elle a commencé à s'occuper de la structuration des réseaux Zemmour, de la candidature Zemmour. Mais c'est presque ahurissant, qui n'a que 28 ans. C'est la première conseillère du principal candidat d'extrême droite à la présidentielle, en tout cas en balance avec Marine Le Pen. Elle n'a que 28 ans, elle n'a jamais fait un plateau télé de sa vie, une apparition publique où elle parle en son nom. C'est quelqu'un quand même de brillant, sans doute, mais de relativement inexpérimenté. Ça peut poser question dans une campagne présidentielle quand Éric Zemmour devra s'octroyer des porte-paroles un peu plus, disons, capés. En plus, Éric Zemmour, il se présente un peu comme le gros mascu qui pense que les femmes ont un cerveau primaire, ou enfin j'ai oublié le mot exact qu'il avait utilisé, et on se rend compte que il est quand même happé par une femme qui pourrait être sa fille. Mais ça l'arrange. En privé, il dit c'est génial. On m'accuse, il voit très bien l'intérêt qu'il peut trouver dans cette situation. Il dit on m'accuse d'être misogyne, mais la preuve que non, ma principale conseillère est une femme. Donc il essaye de retourner un peu l'accusation à partir de cette proximité avec Sarah Knafo, alors que finalement ça ne dit pas grand-chose de ses rapports aux femmes, qu'il est une conseillère femme, ça ne veut pas dire qu'il considère les deux sexes à égalité. D'ailleurs, si on lit ses écrits, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Alors, ce qui est frappant, c'est que Éric Zemmour s'appuie, comme François Fillon en 2016-2017. François Fillon l'a fait pour devenir le candidat de la droite, pour triompher dans les primaires et pour se maintenir au moment des affaires. Il s'appuie sur les réseaux de la droite catholique, de la Manif pour tous. On pense notamment à Christine Boutin, dont tu as déjà parlé, à Jean-Frédéric Poisson. Comment expliquer que ces marginaux, finalement, dans les cercles de droite, sont soit des influenceurs aussi puissants d'une élection à l'autre, et comment se fait-il que les outrances d'Éric Zemmour, notamment concernant le pape François, ne leur fassent pas peur? Ils ne sont pas si marginaux que ça, en fait, à mon avis. Certes, ils n'ont jamais eu de candidat en leur nom capable de réunir énormément de voix, soit aux élections, soit dans les élections internes. Il faut rappeler que Jean-Frédéric Poisson avait fait un très mauvais score à la primaire de la droite. Mais c'est une force militante extrêmement importante. C'est des gens qui sont mobilisés, qui sont à fond, qui vont coller les affiches, qui participent à toutes les réunions publiques, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc avoir cette force de frappe des réseaux de droite catho-conservatrice, c'est très important dans une campagne. Alors pourquoi Éric Zemmour ? Ça date il y a une date clé vraiment, c'est 2014, c'est la sortie du Suicide français, qui est l'ouvrage L'essai de Zemmour, qui va faire 500 000 ventes, son grand succès. Et là, il choisit l'attachée de presse de l'Opus Dei, qui est une proche de Philippe de Villiers, exprès, parce qu'il a analysé qu'il avait besoin d'un nouveau public, que c'est ces gens qui soutiennent ses positions
à la télé, à On n'est pas couché chez Laurent Ruquier. Et donc, il y a une forme de rencontre, de fusion entre Éric Zemmour et les réseaux cathos qui, en fait, voient d'un très bon œil l'activité littéraire d'Éric Zemmour, tout ce qu'il dit sur les 40 années qui ont défait la France, les mœurs distendues, la France qui n'est plus la France, le retour à la France millénaire, ils adorent. Ils adorent, mais par ailleurs, il dit pique-pendre du pape. Or, Christine Boutin a été vue comme l'ambassadrice du pape pendant longtemps. Il y a un double jeu pour moi, en tout cas un double discours, une ambiguïté, une équivoque chez ces réseaux-là. Je ne pense pas qu'ils soient exactement sur la ligne du pape François. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé Complément d'enquête hier soir sur France 2, Christine Boutin, en fait, le dit. Alors, elle ne contredit pas le pape, mais elle n'est pas d'accord avec le pape François, en réalité. Elle dit, lui, il est sur le plan spirituel. On a besoin de quelqu'un qui parle sur le plan politique. Donc, les réseaux cathos dont on parle, qui sont à l'œuvre, qui sont très à droite, quand même, en fait, c'est des réseaux qui ne sont pas pour un accueil inconditionnel des réfugiés, qui sont plutôt anti-immigration, qui sont pour des expulsions massives. C'est des réseaux qui sont surtout attachés à l'identité de la France, une identité figée, et ils se retrouvent mais totalement dans le discours d'Éric Zemmour. C'est pour ça qu'ils seront derrière Éric Zemmour. Cette candidature d'Éric Zemmour pourrait accentuer la fracture, la sorte de guerre mondiale au sein du catholicisme, en tout cas sur le territoire français. Tout à fait. Oui, il y aura clairement une ligne de partage entre des catholiques humanistes qui ne seront pas derrière Zemmour, ils seront derrière d'autres candidats divers, d'ailleurs, pas forcément un seul candidat, et ces réseaux-là, qui sont, oui, les réseaux Boutin, Poisson, même parfois des réseaux plus catholiques traditionnalistes, beaucoup liés parfois à la fachosphère, contre-révolutionnaire. Il y a même des réseaux qui prennent des positions antisémites. Je pense par exemple à l'éditeur Chiré qui a accueilli une conférence d'Éric Zemmour dès 2014. C'est quand même un éditeur sur le site duquel on retrouve des ouvrages où il y a des juifs avec des nez crochus. Ces réseaux-là, il faut s'attendre. Alors, c'est pas forcément beaucoup de gens, mais c'est des gens très motivés. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces réseaux-là dans une campagne présidentielle. Eux, ils sont vraiment partie intégrante des réseaux Zemmour aujourd'hui. Et puis, il y a les amis de Philippe de Villiers qui ont intégré dès le début l'organigramme d'Éric Zemmour. Eux, ils font partie des tout premiers. Il y avait Sarah Knafo et les amis de Philippe de Villiers au début de l'année. C'est ce que je raconte dans mon livre. Donc, eux, ils ont construit, si je puis dire, le zemmourisme politique. Donc, ils seront très, très bien servis dans les postes politiques et ensuite dans les investitures politiques aux élections législatives. Et, le zemmourisme sera en partie un catholicisme politique conservateur. Alors... Finalement, cette rencontre entre cette droite catho-conservatrice et Zemmour, ça fait penser à quelqu'un d'autre, à Donald Trump, qui a rencontré donc la droite chrétienne évangélique. Il n'était absolument pas sur les mêmes valeurs, mais en fait, ils s'en sont servis comme porte-drapeau. Est-ce que, justement, on peut dire que Zemmour essaye de reproduire les recettes qui ont fait gagner Trump aux États-Unis en 2016 ? Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de l'état de la démocratie dans ce qu'on peut appeler l'Occident d'aujourd'hui ? Une contestation de plus en plus importante des contre-pouvoirs. De la même façon que Trump, Éric Zemmour veut, il l'a dit, enlever du pouvoir au contre-pouvoir. Il a désigné les contre-pouvoirs. Et on est exactement sur la veine Trump. Les juges, les médias, les minorités. On est sur du Trump pur jus. La seule différence, c'est qu'Éric Zemmour a un côté, disons, en tout cas dans ce qu'il veut faire paraître plus érudit, alors que Trump avait un côté, disons, plus populaire, plus braillard. Éric Zemmour se pique de références plus littéraires, plus lettrées, intellectuelles. Voilà, on est quand même en France. C'est la différence. Sur la stratégie électorale, c'est exactement pareil. C'est assumé. Vous regarderez la couverture du livre d'Éric Zemmour. Elle est copiée sur celle sur America Great Again, Make America Great Again, sur celle de Donald Trump. Et même dans la stratégie, moi, c'est ce que me disent les partisans d'Éric Zemmour, les membres de sa campagne, ils veulent copier sur Trump. Et sur deux choses. Alors déjà, une désignation d'ennemis. Les ennemis, ce sera... vous allez voir, les mots, on les connaît. Les bien-pensants, le politiquement correct, les bobos,
les élites culturelles, la gauche, la gauche, disons, morale. Voilà, ça c'est les ennemis. Et puis, sur le fond, des propositions ultra radicales et assumées comme sans empathie. C'était ça, Trump. C'était le mur avec le Mexique. On lui disait, mais c'est quand même inhumain de mettre un mur entre des populations, entre des pays. Il répondait juste « wall ». Le mur, voilà, 4 lettres, wall, ça se fera. Parce que c'est ce qu'attend son électorat. Zemmour, c'est pareil. Sa proposition sur les prénoms, on lui dit, mais c'est quand même inhumain, vous allez interdire aux gens de s'appeler comme ils veulent, c'est liberticide. Il dit, non, en France, il y a des règles, il y a une histoire, il faut respecter. Donc c'est, le collectif d'une certaine France, enfin la vision arrêtée d'une certaine France face aux droits individuels. Et ça, on est typiquement dans du Trump. Alors, tu parles d'Éric Zemmour comme radicalisé. La référence à l'islamisme et au djihadisme arrive très vite. Alors, est-ce que c'est juste pour l'énerver ou est-ce qu'il y a des similitudes dans la manière de regarder le monde ? Dans la manière de regarder le monde, il y a des similitudes, même si, bon, on ne peut pas mettre un... Le choc des civilisations, déjà. Oui, on peut... Alors, bon, s'il faut vraiment être honnête, on ne peut pas mettre un signe égal parce que Éric Zemmour, aujourd'hui, n'appelle pas à la violence. Bon, ça, c'est la nuance, la précaution, mais on le sait, il a déjà expliqué qu'il respectait les djihadistes, Éric Zemmour, et c'est pas un dérapage ou il s'est pas trompé en disant ça, il est complètement cohérent avec son système de pensée, c'est-à-dire que lui dit quand on a des valeurs, il faut les défendre à fond. Et c'est ça qu'ils respectent chez les djihadistes, c'est qu'ils ont une vision du monde, le choc des civilisations, ils défendent leur civilisation et ils le font en prenant les armes. Et lui dit, il y en a marre de la soumission, il faut que cette France identitaire, qui souhaite rester la France d'antan, soit prête à faire des choses extrêmement vivaces, extrêmement actives, je ne parle pas de violence, mais pour défendre ses valeurs. Pour l'instant, ça passe par les élections et par des mesures extrêmement radicales, la suppression du Conseil constitutionnel, au moins du contrôle de constitutionnalité des lois, des expulsions massives, des échanges de nationalité, etc. Ouais, donc j'ai noté remise en cause donc du contrôle de constitutionnalité, sortie de la Cour européenne des droits de l'homme, interdiction du port du foulard dans l'espace public. En réalité, on pourrait même dire qu'Éric Zemmour est en guerre contre l'état de droit tel qu'on le conçoit en Europe aujourd'hui. Oui, alors ça, absolument, c'est évident, c'est quasiment assumé de sa part. Il considère qu'il faut revenir à l'état du droit d'avant les années 70, avant que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel construisent un système de protection des droits fondamentaux, des droits individuels sur la base des textes internationaux. Lui déteste ça. Il considère qu'il faut moins de droits individuels, qu'on est allé trop loin, et au contraire qu'il faut redonner de la force aux gouvernants et que c'est aux gouvernants de décider ce qui est possible ou pas, et beaucoup moins aux juges. En cela, il se rapproche, je pense, du modèle d'un Erdogan ou d'un Poutine. C'est le type d'État qu'il souhaite construire. Il voudrait faire du Orban hard, quoi. Il admire beaucoup Orban, qui finalement... le Premier ministre de la Hongrie. Ce qu'il admire chez lui, c'est qu'il a réussi à ne pas sortir de l'Union européenne et en même temps à ne pas appliquer la plupart de ses règles, en tout cas certaines de ses règles. Par exemple, à retrouver une maîtrise de ses frontières. Donc il veut s'inspirer de cette stratégie-là, mais lui, il souhaite aller plus loin, puisque l'état de droit a reflué quand même en Hongrie. C'est quand même inquiétant, mais les propositions d'Éric Zemmour vont encore plus loin. Il veut construire un État qui, aujourd'hui, n'existe pas dans le monde occidental en Europe et qui nous rapprocherait de modèles qui ne sont pas les modèles de la démocratie qu'on connaît, qui sont des modèles d'État beaucoup plus autoritaires. Alors, cet illibéralisme, donc ce projet autoritaire d'accaparement des libertés publiques, j'ai l'impression que les médias, quand ils critiquent Zemmour, ils en parlent peu. On parle surtout de tout ce qui concerne l'islam, les musulmans, et quelque part, finalement, on lui rend service en cela que les personnes qui, finalement, n'ont pas d'empathie pour les minorités qu'ils visent ne se rendent pas compte que leur propre liberté pourrait être menacée. Oui, c'est tout le problème de ce type
de propositions. C'est que, oui, des gens qui ne se sentent pas concernés par les propositions contre les musulmans, par exemple. Ils seront concernés par la disparition du contrôle de constitutionnalité des lois, parce que, en fait, une fois que cette protection n'existe plus, on peut faire passer non seulement des projets de loi, des lois anti-islam, mais n'importe quelle loi liberticide. Juste, normalement, il y a encore le verrou du Parlement ou le verrou du référendum, mais c'est un verrou beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'il suffira d'avoir une majorité, par exemple, à l'Assemblée nationale pour, décider de lois très liberticides. Alors, tu évoques longuement le parcours d'Éric Zemmour, son enfance notamment, ses études dans des écoles confessionnelles, loin de la... c'est très peu laïque en réalité son parcours jusqu'à Sciences Po. En fait, c'est un parcours très communautaire. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'accuse de psychologiser? Mais en tout cas, tu mets en lumière la contradiction fondamentale de quelqu'un qui se veut vraiment héritier de la longue histoire de France, mais qui a grandi dans une atmosphère bien particulière et qui aussi, quelque part, veut imposer à tout le monde de subir le parcours d'immigrés de ses parents, c'est-à-dire l'assimilation, le changement de prénom, tout ce qui est arrivé dans sa propre famille. En réalité, moi, psychologiser, c'est ce qui m'intéressait. Je considère que quand on fait un livre, une enquête sur une personnalité, sur Éric Zemmour en l'occurrence, justement, il faut aller essayer de comprendre les ferments de la pensée, les ferments du parcours, comment il devient cette espèce d'héros des grands remplacés de la France d'antan, d'une partie de l'extrême droite française. Donc, j'assume totalement en réalité d'aller puiser dans la psychologie du personnage. C'est pas moi tout seul, c'est beaucoup de ses amis, des gens qui l'ont côtoyé, qui racontent des anecdotes, des scènes qui montrent son ressentiment, cette construction intime très particulière avec beaucoup de paradoxes, de contradictions. Tu le dis, effectivement, entre cette éducation juive, puisqu'il fréquente une école privée pendant 10 ans, et ensuite cette défense absolue d'une France millénaire, d'une France de culture catholique, d'une forme de laïcité à la française, jusqu'à vouloir qu'on n'accepte que les prénoms français et qu'on interdit les signes religieux dans l'espace public, ce qui veut dire interdire, par exemple, aussi la kippa et les prénoms juifs, alors que dans son enfance, il dit qu'il portait pas la kippa dans l'espace public, mais en tout cas il portait souvent la kippa, par exemple à l'école, et beaucoup de ses camarades de classe, j'en ai rencontré beaucoup en fait, portaient pas tous des prénoms franco-français. Ça c'est un peu l'évolution identitaire très très particulière et singulière d'Éric Zemmour, qui a épousé totalement la France jusqu'à renier, ou en tout cas ne plus considérer une partie de son identité. D'ailleurs, il s'est fâché avec son père, en partie, sur ça, parce qu'il refusait de dire, dans sa chronique radio, que la capitale d'Israël était Jérusalem. Lui, il considère... comme le Quai d'Orsay, mais le Quai d'Orsay fait attention à ne pas utiliser le terme pour ne pas froisser les Israéliens, dont la capitale officielle est Jérusalem, Éric Zemmour, lui, dit que c'est Tel Aviv. Et donc il s'est fâché avec son père sur ça, parce que c'est une forme de contestation un peu des frontières d'Israël. Donc il est prêt, dans cette façon de se marier totalement avec la France, et une France très traditionnelle, il va même jusqu'à se fâcher avec sa famille. C'est intéressant. Moi, je trouve pas ça du tout accessoire. Alors, il pourra dire que je psychologise, mais j'assume totalement, parce que pour moi, une telle personnalité, il faut au contraire aller enquêter à fond sur ses ressorts. Et je pense que ça permet d'expliquer une partie du personnage. Il y a aussi une grosse envie d'appartenir, c'est-à-dire que il veut appartenir au Gotha, il veut appartenir à la grande société, il veut sortir en fait de son parcours de gosse du 9-3 en gros, et pour cela, il fait tout ce qu'il faut, il travaille avec acharnement, il ne conteste pas trop l'ordre établi, et il intériorise son ressentiment. Oui, tout à fait. Il vote quand même à gauche dans les années 80. Il vote Mitterrand en 81, 88.
Bon, il a jamais été de gauche radicale. Éric Zemmour, je lis ses premiers écrits. Alors, il vote Mitterrand, il est sur une ligne, disons, Chevènement, disons, de gauche pro-assimilation à cette époque-là. Il me dit qu'il vote pas Giscard d'Estaing en 81 parce qu'il trouve qu'il a un mépris de classe. Mais en réalité, oui, lui, ce qui le motive, c'est accéder à l'élite, accéder au grand monde, faire partie des gens qui comptent en France, des intellectuels. Il s'est rêvé comme un écrivain chez Gallimard d'ailleurs, dans les années 80. Il envoie un roman à Gallimard. On lui répond que c'est intéressant, mais on ne le publie pas. Il a vraiment ce côté balzacien, Rastignac. C'est beaucoup plus. Donc, en fait, il se construit beaucoup plus en demande d'intégration du système qu'en opposition à ce système, en contestation de ce système. C'est intéressant d'ailleurs, parce que le système, les élites ne l'acceptent jamais vraiment, n'en font jamais un des leurs. Il aurait pu en tirer un discours populiste de contestation des élites et de défense des classes populaires. Il aurait pu avoir ce discours, les classes populaires dont il vient. Et en fait, pas du tout. En fait, son ressentiment se fixe sur la gauche. Mais les élites économiques, par exemple, il les admire beaucoup et il rêve même d'accéder au cercle interallié, qui est un club de grands bourgeois à côté de l'Élysée. Il en fait partie 6 mois et puis après on le vire parce qu'il a fait du prosélytisme politique dans les vestiaires. Ouais, et en fait, il en est fort mari. Il écrit des lettres hyper méchantes. On dirait un petit garçon à qui on a volé son jouet. Et justement, quels sont les liens entre Éric Zemmour et le milieu des affaires, le milieu de l'argent? Parce qu'il fait tout pour ne pas l'écorcher. Il a un discours ultra-libéral à la Reagan, Jean-Marie Le Pen oui, des années 80. Ouais. Des années 80. Mais est-ce que la grande bourgeoisie le supporte? Enfin, on sait déjà qu'il y a Vincent Bolloré, qui l'a quasiment fabriqué. Il y a aussi la famille Dassault, puisqu'il était au Figaro. Qui sont les milliardaires de Zemmour? Alors, les milliardaires de Zemmour, ils restent tapis dans l'ombre pour l'instant, mais il y en a. Je sais qu'il y a au moins une des 100 premières fortunes françaises qui a fait un don à son parti politique. Et en fait, chez les élites économiques, il fascine un peu Éric Zemmour, parce que les élites économiques sont des gens qui ont bien réussi dans la vie, évidemment, mais qui n'ont pas forcément une culture historique impressionnante, et donc ils sont fascinés par Éric Zemmour, ses références, son côté érudit, sa capacité à faire des citations. Et donc quand Éric Zemmour, au début de l'année, demande à faire des rendez-vous, des dîners avec des grands patrons, en fait, il y en a beaucoup qui acceptent, qui sont curieux de découvrir l'animal Zemmour. Je pense par exemple à l'ex-PDG d'AXA, Henri Decastre, qui lui est un personnage extrêmement important dans le capitalisme français. C'était un des plus proches de François Fillon. François Fillon avait dit qu'il en ferait son ministre des Armées, s'il avait été élu président. Lui se rend en juin à un dîner qui est organisé par l'équipe des amis d'Éric Zemmour. Il y a la famille Benzmann, qui sont aussi 2 frères qui font partie des 500 premières fortunes françaises. Alors eux aussi se rendent à ce dîner-là. Bon, ils en sortent pas forcément convaincus, mais en tout cas, ils ont voulu rencontrer Zemmour, ce qui prouve que chez les grands patrons, il l'intéresse. Et il y a même un consultant qui travaille auprès du CAC 40 qui, moi, me dit, alors c'est vraiment sous couvert de off et il ne faut pas le répéter, etc., que lui, 3 grands patrons l'appellent, 3 grands patrons du CAC 40 l'appellent pour lui dire, parce qu'il a un rôle de conseiller, qu'est-ce que tu penses de Zemmour? Est-ce que tu crois que je dois donner à sa campagne? Donc il n'y a pas du tout d'hostilité généralisée du grand patronat à l'égard d'Éric Zemmour. Et lui d'ailleurs a construit son programme politique comme ça, parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas sans les grands patrons. Donc c'est pour ça que lui, il n'a pas tellement d'idées en économie en fait. C'est pour ça que par stratégie, il construit au début de l'année un programme politique qui est vraiment axé sur les priorités des grands patrons, donc un programme politique libéral, il faut travailler jusqu'à 64 ans, etc. Et ça plaît beaucoup.
Et quelque part, il y a Vincent Bolloré, c'est-à-dire c'est son gépetto, si on peut dire. Ouais. Ah bah oui, Vincent Bolloré, c'est Gérard Longuet, l'ex-ministre de la Défense, qui me le dit, c'est aussi l'ex-beau-frère et ça demeure un ami de Vincent Bolloré, m'explique que Vincent Bolloré, en fait, aujourd'hui, il pense pareil qu'Éric Zemmour. Donc c'est comme ça. Quand on sait ça, on regarde les choses un peu différemment. C'est comme ça qu'il faut comprendre le soutien absolu apporté depuis 2019 par Bolloré à Éric Zemmour, et c'est lui qui lui donne cette place absolument inespérée à la télé à 20h tous les soirs. Il l'aide énormément. À chaque fois qu'il est contesté, il le conforte, d'autant que ça marche en audience. Donc en plus, ça permet à Bolloré de réussir son pari industriel. Et on voit, de par les autres projets que pousse Vincent Bolloré, par exemple des films anti-avortement ou une journée du 15 août entièrement dévolue à un hommage religieux, mais sur ses antennes, sur C8, que Vincent Bolloré il poursuit aussi en partie un projet politique, et il a trouvé en Éric Zemmour un peu son missile pour réussir et pour percer. Alors, mais quelque part aussi, on peut dire que cette grande bourgeoisie, qui en réalité en plus prospère à l'international, Vincent Bolloré, en fait, il fait son beurre en Afrique et finalement, il fait son beurre en France sur la haine des Africains. En tout cas, on peut dire que cette grande bourgeoisie, finalement, Éric Zemmour, lui, évite le discours social, le discours de lutte des classes, pour finalement embrasser celui des luttes des races, qui finalement n'est pas très dangereux pour leurs intérêts. Absolument, mais il y a même, des similitudes de vues entre cette grande bourgeoisie, ce grand patronat et Éric Zemmour là-dessus. C'est ce que je constate de par cet intérêt du grand patronat Éric Zemmour, c'est qu'ils sont sur des positions qui sont assez peu humanistes et beaucoup plus raides, voire identitaires, sur ces questions d'immigration et d'identité en France. Ils sont sur des positions... Alors évidemment, on généralise, donc ça dépend. Il y en a il y en a sans doute qui ne sont pas d'accord, mais en tout cas, la poignée pas du tout négligeable de grands patrons qui acceptent de voir Éric Zemmour, eux, ils sont sur des positions très à droite en matière d'immigration. Et puis liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France. On ne sait pas peut-être la France que Éric Zemmour affectionne, mais Éric Zemmour déteste l'égalité, et l'égalité, c'est ce qui, justement, est complètement incompatible avec le néolibéralisme, quelque part. Oui, il n'a jamais développé de discours fort vis-à-vis de l'égalité et même de l'équité. Rappelez-vous, sa première condamnation, c'est parce qu'il a expliqué, en 2011, il a expliqué qu'on avait le droit de discriminer. Parce que discriminer, c'est choisir. Ce qui étymologiquement est vrai, mais dans le contexte dans lequel il a employé l'expression, c'était évidemment un clin d'œil pour expliquer que l'égalité des chances n'a aucun sens pour lui. Il n'est pas du tout attaché à ce type de discours. Pour lui, c'est marche ou crève. En fait, il faut bosser. Lui, il dit, ma famille, on a bossé, on n'avait pas d'allocation, on a réussi, on a réussi notre ascension sociale, donc tout le monde doit faire pareil que nous. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je vais dans sa psychologie, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre ses propositions politiques. Sur les prénoms, par exemple, ses ancêtres... Son père et sa mère ont changé de prénom. C'est ses grands-parents. Ses grands-parents ont changé de prénom. Donc en fait, c'est ça. Il reproduit dans ses propositions politiques ce qu'il a vu dans le parcours de sa famille. Et sur l'économie, c'est pareil. Sa famille a réussi, mais en fait, lui, c'est pas sa famille, c'est lui. Il a réussi sans que sa famille bénéficie d'aide particulière. Donc il dit, personne n'a besoin d'aide. Et ce qui est important, c'est l'identité, c'est les valeurs, c'est l'ordre, c'est la tradition. Et l'économie, finalement, si on est courageux, eh ben, on n'a pas besoin d'aide. Quelque part, c'est un autocentré, alors. Ah ben, Éric Zemmour est un gigantesque autocentré, bien sûr. C'est un gigantesque narcissique, comme beaucoup d'hommes politiques. Ouais. Tous ses amis me le disent, d'ailleurs. C'est intéressant. Je leur demande, est-ce que Éric Zemmour vous pose des questions sur votre vie, sur vos projets? Jamais. Les relations d'Éric Zemmour avec ses amis, c'est des relations qui sont concentrées autour d'Éric Zemmour. Dans tous les gens qu'il côtoie, en fait, il parle que de lui. C'est des gens qu'il admire lui.
Il fonctionne comme ça. Il est tout dirigé vers sa propre ascension, sa propre réussite, et les gens qui côtoient sont des partenaires, mais lui ne fonctionne pas sur ce mode de l'intérêt réciproque. Éric Zemmour est un très très grand autocentré. Merci beaucoup, Étienne Girard. Donc, il est l'auteur de Le Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour, paru aux éditions du Seuil, un livre très intéressant que je vous conseille. Mais enfin, il y avait une question importante que je voulais te poser. On a vu complément d'enquête hier, et forcément, la question incontournable, c'est Éric Zemmour a-t-il un problème avec les femmes ? Écoutez, regardez complément d'enquête, on a l'impression, effectivement, moi ce que je peux dire, c'est que une vision très particulière du rôle des femmes. Il a beaucoup souffert de ne pas avoir de succès auprès des femmes. Aujourd'hui, il a changé dans son rapport aux femmes, c'est-à-dire qu'avant, c'était quelqu'un qui essayait de séduire, mais qui était plutôt timide, et il est devenu beaucoup plus assuré. Aujourd'hui, en fait, il aime bien surjouer un rôle de mâle alpha qui fait des compliments très très appuyés, directs aux femmes. Donc ça témoigne, bon, c'est pareil, c'est relativement classique, mais ça témoigne d'une forme de revanche chez lui, son rapport aux femmes. Alors lui se récrie de toute agression. Il y a quand même une cellule de crise qui a été mise en place au sein de sa campagne sur c'est ce qu'on m'a rapporté sur ces questions-là. Il n'exclut pas un jour d'évacuer le sujet lui-même à la télévision, d'expliquer lui quelle est son approche des rapports de séduction. En fait, pour la connaître, il faut lire Le Premier Sexe. C'est une approche des rapports de séduction extrêmement sexiste, où l'homme attaque et l'homme est actif et la femme reçoit. En fait, il y a une forme de jubilation à jouer un peu le mâle vieille école, un peu à l'ancienne, et puis à tenir des propos provocateurs sur les femmes. Derrière beaucoup de masculins, il y a souvent des frustrés et des anciens frustrés en tout cas. Merci beaucoup, Étienne Girard. Donc, Éric Zemmour, Le Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour aux éditions du Seuil.